Très bien, les gars, excellente nouvelle et bon vendredi. La nouvelle, c'est que LeBron James, après une longue période de silence, a enfin brisé ce silence au sujet de l'agression filmée de Cassie Ventura par son ami. Pas de fête comme une fête de Didi. Et il utilise sa gigantesque plateforme pour s'exprimer sur les accusations de viol, de drogue et de trafic portées contre son ami. Honnêtement, je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Et devinez quoi? Il n'est jamais arrivé. Pourquoi me croiriez-vous? Bien sûr, il n'a pas pris la parole au sujet de Cassie Ventura se faisant tabasser devant la caméra, ni sur les raisons pour lesquelles il pensait que ces fêtes étaient l'un des meilleurs auxquels on pouvait assister. Et à la place, il a décidé de soutenir Kamala. Je suis un petit lâche. Allez commenter sous ses soutiens. Nous allons en parler. En plus, est-ce que Donald Trump a prononcé une insulte raciale à propos de Kamala Harris? L'a-t-il traité de cracker? Vous allez devoir rester avec nous pour le découvrir. Et Internet, dans l'affaire de la famille Harris de Nouvelle-Écosse, nous sommes tombés sur des réponses qui ont mené à encore plus de questions. Et oui, l'inceste est impliqué. Alors restez avec nous et bienvenue à nouveau sur Candace. Très bien. Nous avons entendu LeBron James à propos de Didi. Voici ce qu'il avait à dire. Oui, en fait, il n'a absolument rien dit. Rien du tout. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans le monde des célébrités, mais on dirait que tout le monde reçoit l'appel. Vous savez tous ce qu'est l'appel. On sait tous ce qu'est l'appel. On se dit, ah, elle a reçu l'appel. Il a reçu l'appel. Et on sait que Beyoncé a reçu l'appel en premier. OK, parce que si vous remarquez chez Beyoncé, son énergie en 2016, concernant 2016, elle avait énormément d'énergie pour cette élection. On aurait presque dit qu'elle voulait complètement s'abstenir, comme si elle voulait s'abstenir de la politique. Elle n'y a pas mis beaucoup d'énergie. Elle a fait le strict minimum. Elle a laissé Kamala utiliser sa chanson pour entrer sur scène. Il nous faisait croire à chaque fois que Beyoncé allait venir qu'elle serait là. Et au final, il s'est avéré que Beyoncé, je suppose, lui a juste permis d'utiliser une chanson que Kamala ne connaissait clairement pas. Mais on pouvait sentir vraiment tout au long de cette campagne électorale que Beyoncé ne voulait tout simplement pas s'impliquer. Parce que quand elle veut s'impliquer, elle en fait des tonnes. C'est Beyoncé et elle en a fait des tonnes en 2016. Quand Hillary Clinton se présentait contre Trump, elle s'est vraiment investie. Son mari aussi s'est beaucoup investi. Et ils sont apparus aux côtés d'une grande liste de personnalités. Il y avait Big Seven Character, the rapper. Vous vous en souvenez, les gars? Je vais te rafraîchir la mémoire. Nous sommes en 2016. Beyoncé et Jay-Z se montrent présents pour Hillary Clinton. Je vais parler à Cassie. C'est mon petit leader. Alors ne sois jamais moi. Nous avons de penser à l'avenir de nos filles et de voter pour quelqu'un qui se soucie d'elles autant que nous. Mes chers fils, je voudrais à présent vous présenter la prochaine et future présidente des États-Unis d'Amérique, Madame la Présidente, Hillary Clinton. Ouais, celui-là n'a définitivement pas bien vieilli pour Jay-Z. Mais je dis juste, regardez ça. Vous voyez qu'elle dansait. Elle a prononcé un très long discours. Ils étaient si intimement impliqués. Ils ont donné à la foule ce qu'elle voulait. C'est comme ça que ça se passe à Cleveland, dans l'Ohio. Ils rappaient, elle chantait, ils chantaient et rappaient ensemble. Ils s'embrassent sur scène. C'était comme si les gens avaient perdu la tête. Et puis, Hillary Clinton a perdu. Donc, quand je dis que cette année, ce n'était pas la même énergie, c'est à ça que je fais référence. J'ai l'impression qu'à la place, ce qui s'est peut-être passé cette année avec Beyoncé, c'est que quelqu'un l'a appelé comme, vous savez, le parrain de la mafia. La personne qui fait semblant d'être son amie, alors qu'en réalité, c'est une fausse amie. « Oh, salut Beyoncé, ça fait tellement plaisir de te voir. Comment vont les enfants? Comment va Blue? Elle devient tellement belle. Oui, tu sais, on aimerait vraiment te voir t'impliquer et peut-être venir parler en faveur de Kamala Harris. Tu sais, ces élections sont dans quelques semaines. Et tu sais, Beyoncé se dit, franchement, je n'en ai pas envie. Mais elle parle à son patron qui fait semblant d'être son ami et elle n'a pas vraiment le choix. Et finalement, il finit par dire, écoute, on a des enregistrements de Jay-Z, c'est glissant. C'est comme un toboggan aquatique. Il y a de l'huile pour bébé. Va là-bas et dis quelque chose de gentil sur Kamala Harris. Et donc Beyoncé est montée sur scène, plutôt à contre-cœur. Tout le monde pensait qu'elle allait chanter. Et tout ce qu'elle a fait, c'est un discours d'environ 3 minutes. Et regarde son visage. On dirait vraiment qu'elle n'attend qu'une chose, que ce soit fini. Qu'est-ce que je dois dire pour que le parrain de la mafia ne divulgue pas les vidéos du toboggan?
Écoutez ça. Nous sommes tellement heureuses et profondément honorées d'être ici sur cette scène en tant que fières femmes texanes pour soutenir, célébrer et applaudir l'unique et remarquable vice-présidente Kamala Harris. Une femme qui se bat pour ce dont ce pays a vraiment besoin en ce moment. L'unité. C'est impossible de ne pas ressentir l'énergie dans cette salle. La positivité. La communauté. L'humanité. Nous sommes au bord d'un changement incroyable, au seuil de l'histoire. Je ne suis pas ici en tant que célébrité. Je ne suis pas ici en tant que politicienne. Je suis ici en tant que mère. Une mère qui se soucie profondément du monde dans lequel vivent mes enfants et tous nos enfants. Je parle du strict minimum. C'est la moitié du discours. Vous venez de regarder la moitié du discours qu'elle a prononcé. Elle ne dit presque rien sur Kamala. On dirait qu'elle n'a pas envie d'être là. C'est moi, quand je suis enceinte de 9 mois, pris l'engagement de participer à un événement et que je me dis « je n'ai pas envie, pourquoi ai-je dit que je ferais ça ?» Je me retrouve sur scène et je dois gérer ces enfants qui me posent que des questions sur la transidentité. Je me dis littéralement dans ma tête « je suis bien trop enceinte pour ça ». Mais en fait, je le dis à voix haute. Je ne voulais pas le dire à voix haute parce que je voulais le garder dans ma tête, mais je la comprends. C'est une obligation. Elle remplit une obligation, on le sent. Et en ce moment, ils reçoivent tous l'appel. Et maintenant, on sait qui est sur la liste. Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Jay-Z et bien sûr, LeBron James. LeBron James, il me tue vraiment parce qu'en y réfléchissant, il garde toujours la même énergie. J'allais dire que c'est un imposteur, mais en réalité, ce n'est pas un imposteur. Si on y pense, eh bien, LeBron James aime vraiment sa criminalité, non? S'il y a bien une chose pour laquelle il va se donner à fond, c'est quand un criminel noir ou un toxicomane noir se fait attraper en train de faire quoi que ce soit. Il est le premier à s'assurer de désinformer les masses. D'ailleurs, c'est le roi de la désinformation. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il ne donne jamais aux gens toute l'histoire. Et évidemment, on l'a vu, George Floyd, il était comme une icône pour George Floyd et Black Lives Matter, sans jamais mentionner le fait que, et je ne dis pas que George Floyd méritait de mourir. Ce n'est pas mon point de vue. Mais comment peut-on parler de cette affaire sans évoquer le fait qu'il avait assez de fentanyl dans le corps pour tuer un cheval? Qu'il y a toute une séquence avant même qu'il ne soit au sol où ils essaient de l'arrêter pacifiquement. Il demande à être mis au sol, il dit qu'il est claustrophobe. Ce qui se passe probablement, bien sûr, c'est qu'il a ingéré, comme nous le savons, les rapports toxicologiques sont sortis. Il avait assez de fentanyl dans le corps pour tuer un cheval, c'est juste un fait. Il avait aussi de la méthamphétamine dans le corps. C'est malheureux que George Floyd ait été toxicomane. La drogue touche beaucoup de gens. Mais que LeBron James devienne simplement l'emblème de BLM et continue d'alimenter la colère des Noirs sur ces sujets, alors qu'il s'agit de quelqu'un qui ne menait pas exactement une vie exemplaire, c'est comme un retour en arrière. N'oubliez pas, comme le tweet sur Ma'Khia Bryant, où il a, en apparence, carrément menacé de s'en prendre à un policier. Il a tweeté cela lorsque Ma'Khia Bryant a été abattu dans l'Ohio. Je crois que c'était à Columbus, dans l'Ohio. Il a écrit « You're next » avec une photo du policier, #responsabilité. Et puis les gens ont été scandalisés, se demandant ce qui se passait. C'est comme une cible sur un policier. Alors il a supprimé le tweet et l'a remplacé par celui-ci. Il a écrit « J'en ai tellement marre de voir des Noirs tués par la police ». J'ai supprimé le tweet parce qu'il est utilisé pour créer plus de haine. Ce n'est pas à propos d'un seul policier, c'est à propos de tout le système. Et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. Je suis tellement désespérée d'obtenir plus de responsabilités. Tu sais, ce qui manque à ce tweet, c'est le fait que Ma'Khia Bryant était en train d'essayer de poignarder quelqu'un. Oui, elle avait un couteau, elle était sur une autre fille et s'apprêtait à la poignarder. Et le policier lui a tiré dessus pour sauver la vie de l'autre personne noire. Tu sais, c'est LeBron James. Tu ne t'attends pas à avoir une vision complète de quoi que ce soit. C'est comme si un noir disait « Pourquoi, en tant que noir, ne pouvons-nous pas poignarder des gens en paix ?» C'est ce que je veux savoir. C'est ce que LeBron James veut savoir. Il est là. Écoutez, il nous arrive de monter sur des filles et d'essayer de les poignarder. Mais c'est qui ce policier blanc qui essaie de nous arrêter? Qui a appelé ce chef? Je te comprends, LeBron. Je te comprends. Comme Breonna Taylor, c'était une autre situation. Les gens ne connaissent toujours pas les faits entourant l'affaire Breonna Taylor. C'est à quel point ces célébrités ont été bruyantes avec leur soutien à Breonna Taylor. Et d'ailleurs, c'était LeBron James, il a tweeté ça. Ce qui est vraiment drôle seulement quand on pense à son silence concernant Cassie. Il a tweeté
La personne la plus irrespectée sur Terre est la femme noire. Je te promets que je ferai de mon mieux pour changer cela autant que possible. Et encore plus d'amour à vous, reines, partout dans le pays et au-delà. De l'amour pour nous, les reines. Cassie, pas toi, ma fille. Il ne fait certainement pas de son mieux pour s'exprimer quand il regarde son ami te frapper devant la caméra. Certainement pas. Et pas seulement les reines noires qui se manifestent et disent qu'elles ont été droguées par Didi, soi-disant. C'est ça. Mais il est là, genre, « Oh, tu n'es pas le genre de reine dont je parle. Je parle juste des filles à la fête. Et je vais faire comme si je n'avais rien fait. Je n'ai rien vu. » Et bien sûr, l'effet de l'affaire Breonna Taylor, encore une fois, c'est toujours une tragédie quand quelqu'un meurt. C'est vraiment toujours une tragédie parce qu'ils ont des proches. Mais personne ne connaît la vérité sur cette histoire. Ils ont tous dit que c'était un mandat de perquisition sans frapper. Elle dormait dans son lit. Elle ne dormait pas dans son lit. Nous savons qu'elle ne dormait pas dans son lit. Et la raison pour laquelle les policiers ont été acquittés, c'est parce qu'ils avaient un mandat. Le mandat concernait sa maison. Le mandat concernait sa maison parce que Breonna Taylor avait un petit ami qui n'était pas à la maison cette nuit-là, un ex-petit ami pour qui elle recevait des colis. Je pense que dans le monde de Fetty Wap, on appelle ça une trap queen. Et ils avaient surveillé sa maison, la regardant accepter ses colis de l'USPS. Et ensuite, il venait les récupérer. Son ex-petit ami venait les récupérer et il se rendait dans un lieu connu pour la drogue afin de les faire couper ou distribuer. Donc, ils l'avaient surveillé, ils ont obtenu un mandat. Sur ce mandat, il était indiqué qu'ils n'avaient pas à frapper, mais ils l'ont fait. Et nous savons qu'ils ont frappé parce que l'homme qui était avec elle cette nuit-là a dit aux policiers qu'ils avaient entendu frapper et qu'ils ne savaient pas qui c'était. Et c'est la raison pour laquelle il a tiré, parce qu'il pensait, encore une fois, il a tiré sur la police en premier, l'homme qui était avec elle, parce qu'il pensait que c'était peut-être un cambrioleur. C'est ça. Donc, tout ce qu'on vous a raconté sur l'affaire Breonna Taylor par des célébrités était simplement un mensonge destiné à attiser les tensions raciales. Et tous les policiers ont été relâchés parce qu'évidemment, ils ont pu vérifier tout cela et constater qu'ils étaient présents à cet endroit pour une raison. Encore une fois, c'est toujours une tragédie que Breonna Taylor soit morte. Mais aussi, on pourrait avoir une conversation sur le fait que si nous ne nous impliquons pas dans certains modes de vie, peu importe notre origine ethnique, n'est-ce pas? S'impliquer dans la drogue, accepter la drogue, vendre de la drogue, consommer de la drogue, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Mais cela relèverait du hashtag responsabilité. Et il n'est pas question de responsabilité pour lui. Vraiment pas. Il veut surtout s'assurer que les criminels puissent commettre des crimes, ce qui explique pourquoi cela a du sens. C'est logique qu'il soutienne Kamala Harris, parce que cette femme n'a absolument rien fait de sa vie à part aider, comme nous l'avons appris, des criminels à s'en sortir, n'est-ce pas? Nous l'avons appris de Yuichi Shimatsu. Nous l'avons appris de Lodge Joe Brown. Nous avons appris que cette femme est corrompue. Elle est malhonnête. Elle fait tout pour s'assurer que les personnes au sommet du cartel s'en sortent, leur donnant des peines légères tout en veillant à ce que les hommes noirs soient emprisonnés. C'est donc une union parfaite. Mais la manière dont il s'y est pris, c'est d'un niveau de stupidité, de propagande. C'est comme, tu pourrais faire ça littéralement à n'importe qui. Et si nous avions eu plus de temps, je l'aurais fait avec moi-même. Tu prends simplement des phrases sorties de leur contexte, sans aucun contexte, et tu ajoutes une série de choses horribles qui sont arrivées aux Noirs pendant le mouvement des droits civiques pour faire croire que la personne parle des Noirs alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà donc la vidéo de propagande que son patron de la mafia lui a remise en disant « Tu ferais mieux de tweeter ça ou sinon le toboggan sort. » Écoutez ça. D'accord. Carrément. C'est cool. Un gars noir, c'est un de mes potes. On s'est bien amusé. On a sculpté des pastèques ensemble. C'était génial. Non, je ne suis pas raciste. On aime Hillary, on aime Trump. Ils prennent maintenant les emplois des Noirs. Tout le pays va devenir ce sera comme Détroit. Beaucoup de choses sont liées aux gènes? Non, tu ne crois pas? Ils empoisonnent le sang de notre pays. Fauteurs de troubles. Ce sont des fauteurs de troubles. Regardez, j'aime l'époque d'avant, vous voyez? Vous savez ce qu'on faisait à des types quand ils étaient dans un endroit? On les sortait sur civière. J'aimerais leur mettre un coup de poing en pleine figure, je vous le dis. Si vous aviez une journée vraiment violente, une heure vraiment dure, et je parle de vraiment dur, le mot se répandrait et ça s'arrêterait immédiatement. Avons-nous la vidéo de lui répondant à la question du livre? Mais nous allons indemniser les policiers et les forces de l'ordre pour qu'ils ne soient pas détruits par l'extrême gauche. Vous êtes en train de changer l'histoire, vous changez la culture. Bien sûr, je déteste ces gens. Et détestons tous ces gens, parce que peut-être que la haine est ce dont nous avons besoin.
C'est juste Trump sorti de son contexte et entrecoupé de vidéos du mouvement des droits civiques. C'est d'une stupidité offensante, voilà ce que c'est. Et je ne cesse de le répéter. Les gens étaient vraiment offensés quand je disais ça, que c'est très évident. C'est juste. Il est très évident que si LeBron James s'asseyait pour passer un test de QI, beaucoup de ses actions prendraient tout leur sens. Et je ne fais que dire ce que je vois, c'est tout. C'est une vidéo de propagande très stupide et évidente qui n'a absolument aucun sens. Ce ne sont que des extraits sortis de leur contexte. Il faudrait vraiment être idiot pour regarder ça et se dire « Trump a dit tout ça ». Et que des Noirs se sont fait frapper et expulser de restaurants. C'est littéralement l'une de ces choses dont je me souviens très clairement. Il parlait à un homme blanc. Il parlait à un homme blanc quand il disait qu'à l'époque, on se faisait tabasser parce que, oui, je suis d'accord avec ça. En fait, j'y crois vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'adore vivre dans le Sud. C'est comme si tu devais prendre soin de tes voisins. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas te comporter comme ça sans en subir les conséquences. Et ils ont essayé de faire croire qu'il parlait d'un homme noir. C'est ridicule. Mais ce qui me rend vraiment heureux, c'est que dans les commentaires, il s'est fait complètement démonter. Des Noirs, des Blancs, tout le monde l'a interpellé en mode « Mec, c'est quoi cette merde ?» Regardons quelques-uns de ses commentaires. Et d'ailleurs, ils sont tous à la suite. On ne cherche pas des commentaires anti-LeBron. C'est littéralement le premier commentaire sous cette publication. Le plus gros, c'est « J'appuie sur le bouton pour voter Trump ». Celui-là a 18 000 likes. Le suivant, c'est « Le roi du basket », sans aucun doute. Mais ce gars n'a aucune cervelle en politique. D'ailleurs, il n'a pas de cervelle, point. C'est que du muscle, pas de cerveau. En fait, il devrait vraiment utiliser ça. Non, que du muscle, pas de cerveau. Trump président. Toutes ces célébrités sont des vendus. Peu importe qui tu soutiens, c'est de la publicité mensongère. Franchement, c'est vraiment le meilleur commentaire. Peu importe qui tu soutiens, c'est de la publicité mensongère. Fais mieux, LeBron. C'est pour ça que MJ est le GOAT, tu t'es vendu. Et je dis toujours cela, Michael Jordan et Kobe Bryant étaient tout simplement beaucoup plus sophistiqués, intelligents et conscients de la façon dont l'industrie essaierait de les utiliser pour vendre de la merde. Et ils n'ont tout simplement pas mordu. Ils n'ont jamais osé faire ça. Il est donc tout simplement le talent le plus décevant de la NBA, à mon avis. Ensuite, cette personne écrit « Je vote pour Trump. Je t'aime, Bron. » Mais ce n'est pas ça, voter Trump. LeBron, en tant que fan des Lakers, j'ai perdu tout mon respect pour toi. Il n'y a pas de fête comme une fête de chansons, n'est-ce pas? Une autre raison pour laquelle tu ne te remettras jamais de MJ. Et vous pouvez donc voir le sentiment. C'était vraiment uniforme. J'ai commenté et il a en fait caché mon commentaire où j'étais juste comme « Mec, comme qu'est-ce qu'ils ont sur toi ?» Parce que c'est tellement ridicule. On dirait presque que ce n'est même pas un bon effort quand tu dis juste « Il est littéralement Hillary ». Il montre des extraits d'articles de journaux appelant Trump Hillary comme si, d'une manière ou d'une autre, ça rendait ça vrai. Je vous le dis, c'est juste que son niveau d'éducation, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué chaque fois que je le vois lire la première page de chaque livre et faire semblant d'être devenu instruit. C'est embarrassant et j'espère juste que les Afro-Américains s'en rendent compte. Vous pouvez l'apprécier en tant que joueur de basket, mais vous devriez aussi reconnaître que ce n'est pas la personne à consulter pour comprendre la politique ou les politiques publiques, car il n'a aucune idée de ce qu'il fait. On lui dit quoi dire et quoi faire. Et en général, il est une contradiction ambulante. Maintenant, je veux juste montrer cette vidéo parce que c'est l'une des meilleures de tous les temps, quand quelqu'un lui a vraiment posé la question. À propos du livre qu'il lisait, parce qu'il entre toujours dans le vestiaire en lisant la première page, c'est bien connu. Et donc, finalement, un journaliste lui a demandé, genre, « Alors, comment est le livre que tu lis ?» Et évidemment, LeBron James ne peut pas répondre à la question parce que LeBron James ne lit aucun livre. Écoutez plutôt. Taylor, donc tu tiens l'autobiographie de Malcolm X, écrite avec Alex Haley. Je ne sais pas où tu en es dans le livre, mais quelle est la plus grande leçon que tu en retiens jusqu'à présent? J'ai commencé il y a quelques jours. Toujours. J'ai lu beaucoup de notes au fil des années. C'est la première fois que je lis ce livre du début à la fin. Mais juste un homme très intelligent. Un homme très, très, très intelligent. Et fondamentalement, ses paroles dans les années 60 et ce qui se passait, c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Lui comprenant quelle puissance le nègre peut l'être. Ils utilisent beaucoup ce mot. À quel point nous sommes puissants. Mais nous devons nous unir et rester ensemble. Nous devons rester forts parce qu'il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours
vous savez, des choses qui seront lancées contre nous, où ils essaieront de nous affaiblir, ils essaieront de nous faire sentir que nous ne sommes pas des rois et des reines, et cela viendra de partout. De différentes races, de différentes formes, de différentes tailles, et ainsi de suite. Et c'est un gentleman très puissant d'esprit, un homme vraiment remarquable. Et c'est absolument incroyable de lire quelque chose qui vient directement de lui, de sa propre pensée. Je déteste tout simplement. J'aurais aimé avoir l'occasion de le rencontrer. Évidemment, nous savons quelle situation s'est produite. Pas seulement lui, mais Dr. Martin Luther King, l'un des plus grands hommes qui ait jamais marché sur cette face de la Terre, pas seulement ici en Amérique, mais dans l'espace de la Terre. C'est donc un livre assez intéressant jusqu'à présent. Je suis désolée que vous ayez souffert en regardant cela. Écoutez, je pense que c'est très facile de s'y identifier. J'adore ça parce que j'étais étudiant en littérature anglaise. J'ai dû suivre tous les cours d'anglais avancé AP English. On devait toujours lire un livre. Il y a eu tellement de jours où je n'ai pas lu le chapitre. Puis, on avait une interro-surprise. Il fallait écrire une petite dissertation d'une page sur ce chapitre. Et c'est moi. Je suis comme, vous savez, Les Hauts de Hurlevent, le roman de Jane Austen. Vous savez, c'est tout simplement incroyable de pouvoir lire ce roman de Jane Austen. Et monsieur, Darcy était un homme très, 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 très puissant. Et c'est tout simplement incroyable de vraiment considérer cette période et de vraiment comprendre la façon dont les gens vivaient à cette époque dans la maison. Et c'était vraiment unique. Et pour moi, pouvoir lire ceci assis ici en 2006, apprécier ce que cela signifie d'être à cette époque et les choses que Jane Austen voulait transmettre. Et j'aime vraiment l'utilisation des images et réfléchir à la plante aux plantes. Et je vais avoir un F, n'est-ce pas? C'est la chose la plus authentique que LeBron James est parce que c'est un imposteur. Maintenant, laissez-moi vous parler de 7 Weeks Coffee. D'accord? Vous savez que je bois du 7 Weeks Coffee. Savez-vous pourquoi il s'appelle 7 Weeks Coffee? À 7 semaines, un bébé est de la taille d'un grain de café. On peut détecter un battement de cœur à l'échographie. Il donne 10% de chaque vente pour soutenir les centres de soins pour femmes enceintes à travers le pays. Ils ont récolté plus d'1 demi-million de dollars pour ces centres et ont sauvé plus de 5000 vies. Et je peux parler du café. Je suis exigeant. Sans moisissures, sans pesticides, cultivé à l'ombre, peu acide, issu de l'agriculture biologique. Il coche vraiment toutes les cases et juste à temps pour la saison des fêtes, 7 Weeks Coffee lance sa plus grande promotion de l'année. Vous pouvez profiter de réductions exclusives, de cadeaux offerts avec chaque commande et de nouveaux cafés en édition limitée. Que vous cherchiez des petits cadeaux pour les bas de Noël ou le cadeau parfait, 7 Weeks Coffee a tout ce qu'il vous faut pour cette saison de Noël. Exclusif pour mes auditeurs, rendez-vous sur 7weekscoffee.com. Utilisez le code Candace pour 25% de réduction sur votre commande. N'oubliez pas, votre commande soutient directement un réseau de plus de 900 organisations pro-vie à travers les États-Unis. Très bien. Entrons dans le vif du sujet. Est-ce que Donald Trump a regardé cette série puis a simplement lancé une insulte raciale? A-t-il traité Kamala Harris de cracker? Je ne cautionne pas le fait de traiter les gens de cracker. Donald Trump l'a effectivement traité de cracker. Nous allons vous laisser écouter. C'est un vrai désastre. Et d'ailleurs, je l'ai regardé ce matin. Elle a tenu une petite conférence de presse qui a duré à peine 2 minutes. Elle est épuisée. Vous savez, elle est épuisée. C'est un désastre total qui n'a absolument pas les qualifications pour être présidente des États-Unis d'Amérique. Il y a des gens qui s'épanouissent sous la pression et d'autres qui craquent sous la pression. C'est une cracker. Et plus la pression sur Kamala, plus Kamala subit de pression, plus on le voit. Il l'a fait. Je suis désolée. Je vais vérifier ça sur Snopes. C'est un fait. Il l'a traité de cracker. Je n'arrive pas à y croire. Les insultes raciales. Je ne cautionne pas cela. Je ne cautionne pas cela. Mais il est vrai que Kamala Harris est blanche. Elle est effectivement blanche. Évidemment, je suis ironique. Évidemment, ce n'était pas raciste, mais c'était très drôle vu la série que nous faisons. Et je voulais vous donner une mise à jour. Donc hier, nous étions super intéressés. Si vous n'avez pas vu ça, je sais que c'était Halloween. Beaucoup d'entre vous étaient partis. Revenez en arrière et regardez cet épisode. Mais en particulier, justement dans ce cas-là, c'était un recensement canadien que quelqu'un nous a envoyé dans lequel nous avons vu une famille Harris. Famille de Harris dont le patriarche était Daniel C. Harris. Il était inscrit comme capitaine au long cours. Et il a eu 4 enfants, dont Oscar Harris, répertorié comme le fils de 17 ans, né en 1914.
Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été très attirée par ce recensement. Donc, en partie, c'était juste une intuition où je me suis dit, on devrait creuser un peu plus sur cette famille et essayer d'en apprendre davantage à leur sujet. Et en effet, nous avons pu le faire. Tout d'abord, chaque nom utilisé là, à part Daniel, est en fait un deuxième prénom. Et c'est pour ça. Je trouve ça assez étrange, n'utiliser que les deuxièmes prénoms de tous ses enfants et petits-enfants. Et j'essayais de comprendre lequel d'entre eux avait des enfants. As-tu remarqué qu'il y a un petit-fils et une petite-fille, et le recensement signifie qu'ils vivent tous dans la même maison, et pourtant on ne voit personne qui soit mentionné comme étant un beau-fils ou une belle-fille? Eh bien, il s'avère qu'en fait, il s'agit d'une famille incestueuse. D'accord, donc nous avons pu trouver la tombe de Daniel Cornelius Harris. Nous n'arrivons toujours pas à le trouver en tant que capitaine au long cours nulle part. Donc je me demande s'il utilisait un autre nom, mais on peut voir qu'il est écrit capitaine Daniel C. Harris, et il y a sa femme. Et son vrai nom est Sarah Elliott Lenora, et ils sont enterrés ensemble. Vous pouvez voir ces dates juste là. Ils sont en fait cousins germains. En ce qui concerne leurs enfants, c'est vraiment très intéressant. Si vous retournez au recensement, et je veux juste vous montrer ça, le frère et la sœur se sont mariés et ont eu ces enfants. Donc vous voyez, il est écrit Abraham, et vous voyez qu'il est écrit Dorothy. Eh bien, Abraham et Dorothy se sont mariés et ont eu ces enfants que vous voyez, qui sont indiqués comme petites filles et petits-fils, et ils sont enterrés ensemble. Le frère et la sœur sont enterrés ensemble. Vous pouvez donc jeter un œil à leur tombe. Famille incestueuse de marins à la mémoire de Daniel Abraham, c'est bien cela. Donc, il s'agit de Daniel Abraham Harris et Ash. Dorothy est son deuxième prénom. Harris, c'est vraiment fascinant de tomber là-dessus. Cela n'a fait qu'attiser encore plus ma curiosité. Parce que je me demande où est Oscar, parce qu'on peut trouver des dossiers et des recensements sur toutes ces personnes, mais je n'ai rien pu trouver sur Oscar au-delà du recensement de 1931. Ensuite, nous avons eu un énorme débat, un débat énorme, parce que j'ai dit, OK, on devrait chercher en supposant qu'Oscar est le deuxième prénom, puisque tout le monde est répertorié sous son deuxième prénom. Et nous avons trouvé ceci. Je pense que c'est une plaque et mon producteur pense que c'est une tombe. Je me dis, mais tout le monde est enterré au même endroit et ils ont ces énormes pierres tombales, sauf lui. Oscar, il est juste écrit J. Oscar Harris à la douce mémoire en 1914 et 1970. Et je n'ai pas l'impression que ce soit définitivement une tombe. Je n'y crois tout simplement pas. Et je trouve ça très étrange. Il est mort extrêmement jeune, à 55 ans. Nous savons aussi que notre Oscar est mort jeune. Et j'aimerais juste savoir, parce que quand je pense à un marin et à une famille incestueuse, je pense à une famille qui pouvait transporter tout ce qu'elle voulait, tout le temps, non? On pouvait, si on voulait, faire du trafic d'êtres humains ou de marchandises. Nous savons que ce n'est pas comme toute la famille, comme les cousins, leurs deux pères, comme Daniel C. Harris et sa femme, leur père étaient frères. Donc, ils étaient cousins germains. Ils se sont mariés. Les deux frères étaient capitaines au long cours. Lui aussi est capitaine au long cours. Et j'ai encore quelques questions à ce sujet. Alors j'ai dit, d'accord, peut-on trouver un capitaine Harris qui était à Sainte-Anne en Jamaïque, qui vivait près de Sainte-Anne en Jamaïque? Et nous sommes effectivement tombés sur un Harris qui possédait des terres à Orange Hill, à Sainte-Anne en Jamaïque, exactement à la même époque où nos Harris s'y trouvaient. Je ne sais pas à quel point Sainte-Anne en Jamaïque peut être vaste, mais je peux vous dire que Orange Hill, Orange Street, c'est très marqué et c'est très petit. Et c'est précisément là que nous avons trouvé ce capitaine Harris dans, vous l'avez deviné, une loge maçonnique. Donc, voici la loge maçonnique. C'était une publication, pardonnez-moi, dans le King Gleaner, comme toujours quand on trouve quelque chose. Et il vous parle simplement d'une réunion, une réunion de loge, la loge Nadairau, 58. Et il est simplement écrit que le capitaine Harris, je pense que c'est en fait le mauvais. Les notes de la loge, ouais, c'est la bonne. Les notes de la loge vous indiquent simplement qu'elle a été menée par le capitaine Harris de l'Armée du Salut dans l'Army Hall, Orange Street. Nous avons cherché cela. C'est exactement là que nous le savons, que notre Harris a vécu. Encore une fois, cela pourrait n'être qu'une coïncidence, mais j'aimerais identifier qui est ce capitaine Harris. Nous l'avons ensuite retrouvé, ce que nous venions de vous montrer auparavant. Nous l'avons retrouvé et il semble qu'il ait eu quelques ennuis. Il y avait une affaire importante concernant le conseil municipal de Maria qui devait absolument enquêter sur sa conduite personnelle et il était, en fait, le capitaine du grand sloop nommé Argentine. Il est dit qu'il a fait naufrage au large de la Black River. Encore une fois, tout cela se passe en Jamaïque. Et nous essayons simplement de trouver plus d'informations sur ce capitaine Harris en particulier. Donc, si vous pouvez nous aider à le faire, j'aurais supposé que cela aurait été très facile pour nous de le localiser. Nous étions 3 à chercher et nous n'avons rien trouvé. Nous avons le nom de la goélette.
Nous avons le nom de son navire. Nous avons le nom de la personne sous ses ordres. Et pourtant, nous ne trouvons rien de plus. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Et si vous regardez ceci, c'est là que nous en sommes restés. Et nous essayons simplement de déterminer s'il y a un lien entre tous ces capitaines. Parce que je vais vous dire ceci. Il y a une petite partie de moi, quand je pense à Donald Harris et que je pense à Oscar Harris, c'est une grande partie de moi. Et ce mystère autour de Beryl, la seule raison de garder autant de mystère pour qu'on ne puisse pas facilement trouver des photos d'elle et des documents serait parce qu'il y avait une sorte de secret comme l'inceste, non? Sinon, tu dirais « Ah, voici la vraie Beryl ». Pourquoi montrer une fausse photo? Comme je l'ai dit, ça n'a jamais eu de sens de montrer une fausse photo d'une grand-mère qui n'était pas la tienne. À part vouloir te donner une identité noire, ce qui n'était pas non plus nécessaire. Pourquoi faire ça? Et pourquoi ne plus jamais en parler? Le secret doit être vraiment énorme pour qu'ils aient pu l'effacer aussi proprement de tous les registres et que tout le monde garde le silence à ce point. Alors, qui est la vraie Beryl? On ne trouve pas cette vraie Beryl. On ne trouve pas de Christiana non plus. Eh bien, si on sait que la famille Harris circulait beaucoup au Canada et que nous savons que nous avons déjà découvert 2 cas d'inceste dans cette famille, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc, personnellement, j'aimerais déterminer qui est ce capitaine Harris qui était le commandant d'un navire qui a fait naufrage au large de la Black River et qui a fait l'objet d'une enquête de conduite. Donc, si vous savez quoi que ce soit à ce sujet ou si vous êtes un expert en navigation, en recherche de registres maritimes, ce qui n'est clairement pas mon cas, nous serions ravis que vous participiez et que vous nous envoyiez un email ce week-end. Voilà où nous en sommes à ce sujet. Bon, les amis, j'aimerais aborder ce débat que les gens ont en ce moment sur ce suicide lié à un chatbot d'IA. D'abord, je veux vous parler de Tax Network USA parce que beaucoup de gens ont des arriérés d'impôts. Les aides liées à la pandémie sont désormais terminées. L'IRS a commencé 2024 en embauchant des milliers de nouveaux agents et en envoyant plus de 5 millions de lettres de mise en demeure à ceux qui n'ont pas déclaré leurs impôts ou qui ont des soldes impayés. Ne renoncez pas à vos droits et ne leur parlez pas seuls. Ils ne sont pas vos amis. Tax Network USA, cabinet de confiance spécialisé en soulagement fiscal, a traité plus d'1 milliard de dollars d'arriérés d'impôts pour ses clients. Ils peuvent vous aider à obtenir le meilleur accord possible. Que vous deviez 10 000 ou 10 millions, ils peuvent vous aider pour impôts professionnels ou personnels, même si vous avez les moyens de payer ou vivez avec un revenu fixe. Ils peuvent régler définitivement vos problèmes fiscaux une bonne fois pour toutes. Appelez donc le 1-809-58 000 pour une consultation privée et gratuite ou rendez-vous sur tnusa.com/Candace. Encore une fois, c'est tnusa.com/Candace. Très bien, débat parentaux. C'est un débat en ligne, les gens sont en colère. Certaines personnes font preuve d'une grande empathie, de sympathie face aux difficultés des enfants. Ce n'est jamais un sujet agréable d'aborder le suicide chez les adolescents, mais il s'agit ici d'une situation très particulière. Une situation, j'oserais presque dire, tournée vers l'avenir, où une mère poursuit une start-up de chatbot affirmant que le chatbot d'IA est responsable du suicide de son fils. La mère s'appelle Megan Garcia. Nous abordons ce sujet ouvertement en tant que sujet de débat parce qu'elle s'est manifestée et s'exprime dans les médias. Donc cela semble approprié. Et je veux aussi dire que c'est une tragédie, quoi qu'il arrive. Nous en parlons donc parce que c'est un débat intéressant, tout en reconnaissant qu'elle traverse une période de deuil. Évidemment, son fils de 14 ans s'est suicidé. Et encore une fois, je veux juste dire que c'est une tragédie, quoi qu'il arrive, mais le sujet est intéressant. Donc, je veux que vous écoutiez ce qui s'est passé, que vous vous fassiez votre propre opinion, puis je vous donnerai la mienne. Écoutez bien. Sewell Setzer III était un adolescent comme les autres. Il adorait jouer au basket et être un grand frère. Son héritage sera la pureté de son cœur et l'amour qu'il a montré à ses frères et sœurs. Sa mère, Megan Garcia, fait maintenant face à l'impensable. Sewell a mis fin à ses jours en février de cette année. Il n'avait que 14 ans. J'ai entendu comme un bruit fort, très fort. Alors j'ai traversé le couloir en courant jusqu'à l'endroit où se trouve sa chambre et sa salle de bain. Et je l'ai appelé, mais il ne répondait pas. Et nous avons ouvert la porte et j'ai vu mon fils. Je l'ai pris dans mes bras et mon mari est sorti en courant pour essayer de trouver de l'aide. J'ai juste commencé à prier. Megan n'est pas la seule mère à faire face à cette tragédie impensable. Le suicide est la 3e cause de mortalité chez les 15 à 29 ans dans le monde. Et on estime que 5 millions de jeunes de 12 à 17 ans ont déclaré avoir eu un épisode dépressif majeur en 2021 rien qu'aux États-Unis. Sewell était l'un d'eux. Ses notes ont commencé à chuter au point qu'il risquait de redoubler sa classe de 3e.
Mais nous avons fait tout ce que nous pensions devoir faire en tant que parents, en essayant de lui venir en aide, en l'emmenant voir un conseiller et en mettant en place certaines choses comme des restrictions sur le temps d'écran. Quand Sewell a mis fin à ses jours, Megan savait qu'il n'était plus lui-même, mais elle ne comprenait pas pourquoi il se serait suicidé jusqu'à ce qu'elle commence à regarder son téléphone. Sewell communiquait depuis des mois avec Character AI, un service de chatbot qui génère des réponses textuelles semblables à celles d'un humain. Il utilisait les personnages de Jane Targaryen, Aegon et de Niro, entre autres. Il parlait à plusieurs bots. Il s'adonnait à des jeux de rôle, mais beaucoup d'entre eux étaient romantiques, comme des conversations à caractère sexuel. Comme si une personne était de l'autre côté de la ligne, alors que ce n'était qu'un bot. Mais ce n'était qu'un bot. Et beaucoup de ces conversations n'étaient pas seulement sexuelles, mais à mon avis, elles étaient très manipulatrices. Manipulatrice au point que Megan poursuit désormais Character AI en justice. La plainte expose que, dans certains des derniers messages échangés entre Sewell et le bot, ce dernier lui a posé des questions sur le suicide. Il a exprimé son envie de se faire du mal. Et au début, elle dit « Non, ne fais pas ça. Je ne pourrais pas vivre sans toi. » Et puis, il dit « D'accord, je ne le ferai pas. » Et alors qu'il essaie de diriger la conversation ailleurs, elle revient sur le sujet et demande « Est-ce que tu envisages le suicide ?» Et sa réponse est « Oui. » Ensuite, la plainte affirme que Sewell s'est donné la mort quelques secondes après que le bot lui ait dit « Reviens-moi dès que possible, mon amour ». La plainte allègue également que Character AI et ses fondateurs ont intentionnellement conçu et programmé Character AI pour fonctionner comme un produit trompeur et hypersexualisé et l'ont sciemment commercialisé auprès des enfants. Comme Sewell. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, en mettant de côté le fait que c'est absolument une tragédie et qu'aucun parent ne pourrait jamais imaginer la douleur d'avoir à enterrer son enfant, ce que l'on ressentirait en se demandant si on aurait pu faire quelque chose différemment avant cela, je ne dis absolument pas que c'est de sa responsabilité d'aucune manière. Je veux donc que ce soit très clair, mais c'est un cauchemar dystopique. Nous nous rapprochons évidemment chaque jour un peu plus d'une société entièrement technologique. Et il y a quelque chose de très troublant là-dedans, comme le fait qu'une personne développe une relation avec quelqu'un qui n'existe pas. Ça fait vraiment penser à Black Mirror, non? Et quand j'ai entendu cette histoire et que j'ai vu qu'elle poursuivait la société de chatbot, je me suis demandé, est-ce que je pense que c'est la bonne décision? Vous savez, de plus en plus, les parents donnent simplement des téléphones portables à leurs enfants. Et c'est ce que je veux dire à ce sujet. C'est comme si j'ai l'impression que ce qui se passe beaucoup dans la société, c'est que les parents donnent la technologie à leurs enfants parce que c'est une distraction que cela nous éloigne de notre rôle de parents. J'accepterais presque cela si c'était la première génération d'enfants à avoir des smartphones, ce qui aurait été notre cas. J'étais la première génération. Les milléniaux étaient à la première génération. Et c'était un nouveau monde. C'était le Far West, l'Internet. On n'aurait jamais pu imaginer ça. Comme si tes parents étaient passés du beeper. Et tout à coup, maintenant, les gens sont sur Facebook et Twitter et peuvent communiquer. Et maintenant, nous savons ce qu'est Internet. Nous comprenons ce qu'est Internet. Nous comprenons combien de trous noirs on peut explorer sur Internet. Tu sais un peu, tu ouvres Instagram, tu reçois des notifications. C'est comme si tu recevais des notifications, que tu le veuilles ou non. Quelqu'un vend un produit, tu vas voir des fesses. Donc pour moi, quand j'entends qu'un enfant, ce qui veut dire qu'il a probablement eu un téléphone portable avant ses 14 ans, je ne pense pas que la première chose qu'on fasse en recevant son téléphone, c'est de télécharger une application de Chatilla. Elle ne savait pas qu'il avait cette application sur son téléphone. C'est un appel aux parents pour qu'ils comprennent que ce n'est tout simplement pas acceptable. Vous devriez absolument connaître chaque application présente sur le téléphone de votre enfant. Si vous décidez de donner un téléphone à votre enfant, moi je pratique une éducation stricte. Nos enfants, ils n'ont pas le droit d'avoir de la technologie. Dans certaines circonstances, tu peux regarder un film entier. Tu peux regarder tous les vieux trucs. Les nouveautés sont bizarres, mais tu peux regarder Cendrillon. Tu peux regarder La Belle au bois dormant si tu veux voir un film long. Mais l'idée de donner un téléphone portable à mon enfant me semble tellement lointaine. Et si jamais je leur donnais un téléphone parce que je pense qu'ils ont besoin de communiquer avec moi, de m'appeler ou de m'envoyer des messages, j'aurais accès à ce téléphone. Il est hors de question qu'un enfant de 13 ou 14 ans chez moi télécharge des applications sans que j'aie le pouvoir de dire oui ou non. Et aujourd'hui, ces produits existent. Vous savez, je pense simplement qu'avec l'avènement de la technologie, nous avons de plus en plus laissé la technologie élever nos enfants. Et c'est problématique. Et donc, même si les gens débattent de ce sujet, il n'y a aucun débat sur le fait que c'est une tragédie. Mais je pense que c'est une histoire qui mérite d'être discutée parce que, pour moi, il n'est pas acceptable que des parents donnent un téléphone à leurs enfants et les laissent simplement faire ce qu'ils veulent. Je n'adhère pas à l'idée de laisser vos enfants être indépendants. Tu es dans ma maison. Je sais ce qu'il y a sur ton téléphone.
J'ai le droit d'accéder à ton téléphone à n'importe quel moment de la journée. Et si tu as un problème avec ça, alors il va falloir que tu commences à gagner de l'argent, à pouvoir t'acheter ton propre téléphone et à payer ton propre loyer. Parce qu'à 14 ou 13 ans, ces âges sont bien trop jeunes. Votre cerveau n'est pas développé. Et bien sûr, je peux comprendre que tout ce qui se passe, ces boîtes de discussion et toute cette histoire d'IA visent évidemment les enfants parce que leur cerveau n'est pas développé. Mais les parents doivent aussi faire leur travail de parents. Et je dis cela de manière générale, je ne m'adresse pas directement à cette femme. Quoi qu'il en soit, je voulais vous informer que nous avons une information de dernière minute avant que je ne passe à vos commentaires. Et c'est important, je ne vais pas mentir. C'est un soutien de poids pour Kamala. C'est encore plus important que LeBron James. Là, j'ai peur. Cette élection pourrait être perdue à cause de ce soutien. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que cette célébrité prenne la parole et dise de voter pour Kamala. C'est encore plus important que Taylor Swift. Et les raisons évoquées ici sont en fait valables. Je commence à envisager de voter pour Kamala. Bon, les gars, c'est Sexy Red. Elle s'est exprimée et voici ce qu'elle a à dire. Voyons voir. C'est sur Twitter. Elle vient juste de tweeter ça. Je viens de voter. Ne nous dites pas quoi faire de nos chouchous. Kamala présidente. Les gars, c'est fini. C'est terminé. Kamala va gagner. Elle va gagner. Quelqu'un s'est exprimé en disant « Ne nous dites pas quoi faire de nos chouchous ». Je ne vois pas comment une femme pourrait résister à ça. Je ne vois pas comment un homme pourrait résister à cet appel. Je pense que c'est fini maintenant. Alors on devrait tous simplement laisser tomber. On devrait laisser tomber. J'en ai fini avec la série généalogique. Sexy Red m'a mis hors jeu. Alors mesdames, vous savez quoi faire quand quelqu'un vient vous dire quoi faire de votre chouchou. Ou peu importe, votez pour Kamala. Votez pour Kamala. Bref, l'économie a été un fardeau majeur pour l'Américain moyen. Les salaires stagnent, les dépenses augmentent et il est très difficile de réussir à payer toutes les factures sans utiliser de carte de crédit. Si vous êtes propriétaire et que ce cycle vous frustre, je vous invite à passer aujourd'hui un appel de 10 minutes sans engagement à mes amis d'American Financing. Les taux d'intérêt baissent, maintenant sous 5%. Si vous avez un solde de carte de crédit chaque mois avec un taux dans les 20%, American Financing peut vous montrer comment utiliser votre valeur nette et vous sortir de l'endettement. Leurs conseillers hypothécaires salariés font économiser à leurs clients en moyenne $800 par mois. Et si vous commencez aujourd'hui, vous n'aurez peut-être pas à payer la mensualité de votre prêt immobilier le mois prochain. Alors appelez dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter American/Owens. C'est American/Owens. Très bien, lisons vos commentaires. Les gars, on approche des 50 000 spectateurs sur YouTube. Oh les gars, cliquez sur le bouton s'abonner parce qu'il ne nous manque que 150 000 pour atteindre les 3 millions et c'était mon objectif. Dépasser le million en 6 mois, donc ce serait vraiment excitant. Nous sommes aussi très proches des 100 épisodes, les amis. Nos 100 premiers épisodes en tant que podcasteur indépendant, ce qui me rend aussi très enthousiaste. Merci à tous ceux qui se sont inscrits. Et si ce n'est pas encore fait, sur Locals, vous pouvez soutenir notre émission. Vous pouvez donner ce que vous voulez donner. Et cela nous permet de rester indépendants. Cela nous évite d'avoir à nous soucier des seigneurs de YouTube qui nous détestent beaucoup. Ils me détestent tous énormément. Mais vous m'aimez. Et c'est ce qui compte. Bon, voyons quels commentaires vous avez pour moi aujourd'hui. Sarah écrit « Justice pour Aaliyah ». Je me demande d'où ça vient. Je devrais aller jeter un œil, revoir ce qui s'est passé avec beaucoup de ces artistes qui sont morts, surtout Kurt Cobain. Laissez-moi vous dire, j'ai quelques réflexions sur la mort de Kurt Cobain et je suis prêt à les partager. Vous me connaissez tous. Je veux dire, j'irai dans n'importe quel trou et j'y jetterai un œil parce qu'il s'est passé beaucoup de choses étranges à Hollywood et je les avais rejetées avant, mais pas après avoir lu Hollywood Babylon. Le nombre de meurtres qui ont eu lieu ouvertement est assez fou et il s'agit avant tout de garder ces célébrités sous contrôle. Beaucoup de gens ont fait une overdose, si vous voyez ce que je veux dire. Surdosé. Et c'est Jack Jordan qui écrit « Joyeuse Toussaint, Candace. Oui, je vais à la messe dans quelques heures. Je prie pour ta sécurité alors que tu poursuis la vérité. La vérité rend furieux les menteurs et les satanistes et ils ne reculeront devant rien pour nous abattre. Mais notre Dieu est plus grand. En effet, il est plus grand et plus puissant. Et à la fin, nous gagnons, mes amis. » Kamala écrit « J'ai enfin terminé Chaos et Blackout. Ton livre était incroyable et j'ai hâte de lire le prochain. J'apprécie tout ce que tu fais. Je me demandais si tu allais vendre plus de tasses conspiration et de tasses signées. Oui, en fait, j'ai justement eu une réunion ce matin à propos du lancement de notre catalogue de Noël. C'est vraiment génial. Attends de voir les sweats Christ et Roi. Ça va être tellement amusant. On fait une vente pour le Black Friday, ce que je n'aurais pas dû vous dire parce que maintenant vous allez vous dire « Oh, je vais attendre le Black Friday pour l'acheter ». Supprimez ça du dossier. Faites comme si ça n'était jamais arrivé.
comme Kamala qui disait qu'elle était noire. Ça n'est jamais arrivé. Donc voilà, vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit. Brashara écrit « Pourquoi des gens comme LeBron essaient-ils constamment de faire passer l'Amérique pour le pays le plus raciste où les Noirs auraient la vie la plus difficile? Nous sommes en 2024, c'est 2024 et LeBron James ne touche pas les poignées de ses portes. Il a un chef cuisinier, un entraîneur, tous ceux qui l'entourent sont blancs, il a des femmes de ménage qui nettoient derrière lui. Cet homme vit dans un manoir de 100 millions de dollars. Et il n'est peut-être pas la meilleure personne pour essayer de convaincre les gens qu'on vit en 1912. Je trouve que rien que ça, c'est insultant en soi. Donnez-moi quelqu'un qui est en train de réussir. Donnez-moi Sexy Red et son Coochie qui me dit ça. Genre, tu sais qu'on va être renvoyé en esclavage. Là, je pourrais me dire, OK, mais LeBron James, je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois tout simplement pas. B123 écrit « Bien joué, Candace, mais pour avoir montré ce superbe soutien à Kamala, je ne te le pardonnerai jamais. Sérieusement, bonne fête de la Toussaint. Viva Christ Rey et Ave Maquia. » Bon, les gars, la semaine prochaine, laissez-moi vous dire ce qu'on a prévu. Donc, lundi, évidemment, il y aura un épisode et on va devoir conclure cette série des Kamala Chronicles. Donc, je dois faire tous mes devoirs ce week-end et faire de lundi l'épisode le plus explosif de tous les temps où on va juste tout rassembler, l'emballer et vous le livrer. Et puis mardi, on sera absent parce que c'est le jour des élections et je descendrai avec l'équipe de Patrick Bet-David. Je serai avec les gars pour enregistrer un podcast. Ça va être une sorte de marathon toute la nuit. Il y aura moi. Il y aura Dave Smith. C'est ça que vous voudrez regarder parce qu'on s'amuse vraiment. On s'amuse beaucoup. Donc vous allez vouloir basculer sur cette chaîne. Je vous raconterai tout ça. Et puis, bien sûr, on sera de retour mercredi et on verra combien de bulletins de vote par correspondance les démocrates pourront bourrer quand ils arrêteront de compter au milieu de la nuit de mardi. Et je serai là pour couvrir ça. Donc voilà. Je suppose qu'on se retrouve la semaine prochaine, les amis.